Merci Gérard Berry pour votre invitation à présenter aujourd'hui les deux artistes, Albertine Monnier et Christophe Bruno. Pour mieux expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux artistes, je vais revenir un petit peu sur les pratiques, sans faire tout l'historique de l'art sur ordinateur qui est aussi vieux que l'ordinateur lui-même, mais expliquer un petit peu comment ces artistes des réseaux sont passés d'un courant qu'on pouvait appeler il y a 10 ans le net art à un courant qui se définit aujourd'hui comme le post-internet. J'ai rencontré ces artistes parce que depuis 12 ans, je publie un magazine papier qui s'appelle le Magazine des cultures digitales et qui a suivi l'évolution des pratiques artistiques avec les technologies. Le dernier numéro, justement, le numéro 81, qui est en diffusion actuellement dans les bonnes librairies, est un numéro consacré aux pratiques art-sciences avec une rédactrice en chef invitée qui s'appelle Annick Bureau et qui est une spécialiste de ces domaines et notamment, pour faire un lien avec les intervenants précédents, c'est une des grandes spécialistes françaises de l'art en milieu spatial. En fait, l'art et la science aujourd'hui ont de multiples relations. Beaucoup d'artistes, depuis Eduardo Katz, travaillent sur le vivant et donc ont des pratiques de bio-art, mais on a aussi beaucoup de pratiques aujourd'hui de nano-art et d'art, on va dire, dans des résidences et des résidences dans des structures scientifiques. À la fin de ce cahier thématique dans MCD, vous avez d'ailleurs un panorama des structures scientifiques qui accueillent des artistes en résidence en France et à l'international. Vous connaissez sûrement le CERN, Great Art for Great Science, mais on a aussi beaucoup de petites structures. Alors il y en a une autre que je vais citer qui n'est pas petite, qui est le CEA, qui accueille avec la scène nationale du Mélan à Grenoble un certain nombre d'artistes en résidence, aussi bien dans le spectacle vivant que dans les installations. Et on a des structures, on va dire, plus petites dans tout le territoire national. Je pense notamment au lieu multiple à Poitiers, qui a été un des précurseurs justement de ces artistes en résidence dans des lieux scientifiques. Je vais faire un très rapide aussi exposé de mes activités actuelles. À côté de ce magazine, j'ai une start-up qui s'appelle Art2M. Art2M, ça vient de M2M, Machine to Machine. Et donc l'idée de cette start-up, c'est de coproduire et de diffuser des œuvres de ces artistes qui utilisent les nouvelles technologies. Et notamment, on fait des coproductions exclusives sur lesquelles on dépose des brevets. Le dernier brevet déposé étant un brevet sur le livre infini, qui est une œuvre d'Albertine Monnier. Pour resituer un peu justement, je vais parler de quelques marqueurs, quelques œuvres, en tout cas moi, qui m'ont marqué dans cette histoire, on va dire, du net art au post-internet. Le sociologue Jean-Paul Fourmentreau parle d'artistes de laboratoire. Je vous recommande son livre, il date déjà de 2012, mais c'est un livre très intéressant où on voit que les artistes peuvent être à la fois ingénieurs eux-mêmes, scientifiques eux-mêmes, ou alors travailler avec des scientifiques, des développeurs, des codeurs. Pour moi, Samuel Bianchini est un des exemples français très brillants de ces artistes de laboratoire. Et donc, je vais vous passer juste un extrait d'une vidéo qu'il a fait au musée du jeu de paume. Le musée du jeu de paume a eu tout un programme de jeux de paume virtuels, dont Christophe Bruno d'ailleurs a été un des commissaires. Et pour le jeu de paume, Samuel Bianchini a créé une œuvre assez particulière. Pour ceux qui connaissent l'ASCII Art, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais lui il a fait une œuvre en ASCII Art connectée. Et je vais vous passer juste un extrait de sa vidéo, vous allez comprendre pourquoi cet artiste me paraît très intéressant à découvrir en introduction de cette conférence. Ça, je dirais que c'est un peu le cœur de mon travail. Oliver, c'est une œuvre sur Internet qui a été créée pour le jeu de paume, l'invitation du jeu de paume. Et donc c'est une œuvre qui met précisément en relation deux choses, l'image et Internet, par le biais, me semble-t-il, d'une composante d'Internet qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est très importante, en tout cas une composante des flux numériques actuels, à savoir les flux boursiers. Et il y a un télescopage, je propose un télescopage finalement entre l'image à travers un mode de représentation qui a été utilisé beaucoup dans l'histoire de l'informatique,
en tout cas dans les débuts de l'histoire de l'informatique, à savoir comment afficher des images simplement avec des caractères typographiques selon une méthode qu'on appelle l'ASCII art, où là on peut se souvenir des anciennes images telles que Marilyn Monroe, refaites complètement en caractères typographiques, etc. Et donc finalement, moi j'utilise cette méthode d'affichage, mais en l'indexant sur les flux boursiers, ce qui fait que finalement, ce qui compose ces images, eh bien, ce sont des caractères typographiques qui se résument finalement aux 10 chiffres et aux différents types de monnaies utilisées principalement à la bourse, à savoir le dollar, l'euro, le yen et la livre. Et puis juste le caractère, le point, qui permet d'introduire la virgule dans toutes ces données. Et donc, avec ces quelques chiffres, finalement, ils vont se substituer aux pixels, aux plus petits éléments des images, pour afficher des images qui se trouvent être des images ambivalentes. Les gestes qu'elles représentent, c'est-à-dire elles mettent en scène des personnages qui lèvent le bras, qui crient, en général face à la caméra, qui appellent comme ça, et finalement ce sont des images qui peuvent être aussi bien des images de traders, des images de manifestants, des images qui relèvent de meetings religieux, politiques, sportifs, donc de supporters, donc finalement une espèce de confusion qui est entretenue aussi par un même système de représentation. Et donc, il me semblait intéressant que d'un seul coup, finalement, on ne sache plus vraiment de quel côté on se trouvait par rapport à les problématiques si importantes des flux financiers. Donc, est-ce qu'on est finalement face à des images de gens qui travaillent avec ces flux et même qui les augmentent, qui y participent, ou au contraire, est-ce qu'on est en contre face à des images de personnes qui luttent contre ce système qui les appauvrit, qui les met dans une situation extrêmement délicate. Donc on est pris comme ça finalement dans des images extrêmement ambivalentes, et même si l'on passe de l'une à l'autre de ces images, l'ambivalence perdure. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement ces images qui appellent, de personnes qui appellent, qui crient, qui lèvent les bras, renvoient aussi à des images, à des personnages, à des sujets qui lutteraient pour leur propre représentation prise dans ces flux et dans ce système de représentation qui les domine de plus en plus. Pour donner d'autres exemples de formes interactives qui vont nous ramener au projet All Over, l'année dernière pour la Biennale de Rennes, j'ai donc fait une installation interactive qui s'appelle Valeurs croisées, qui est une installation qui est un mur de compteurs de distance en quelque sorte, où il y a comme ça sur 5 mètres de large, 2,50 m de haut, des compteurs lumineux qui indiquent simplement la distance de ce qui se trouve face à eux en temps réel. Et donc le public passant devant, finalement, se retrouve pris dans un système là aussi de valeurs, de comptabilité qui est tout le temps à la limite de représenter son corps, de représenter ses gestes, de représenter ses mouvements, son image, simplement à travers la variation des chiffres. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire que finalement, je m'aperçois aussi que dans ces dispositifs de représentation, on sent une tendance très forte aujourd'hui à presque indexer la représentation sur des questions de valeur, et qui ne sont pas forcément des questions de valeur éthique justement, mais aussi des questions de valeur potentiellement financière. C'est vraiment un des artistes français emblématiques de ce dont on parle aujourd'hui, et son dernier travail, qui associe plusieurs laboratoires de recherche, est un travail qui s'appelle Les Pleureuses et qui vise à contrôler sur une surface vitrée des gouttes d'eau pour en faire justement de l'art. Je vous invite à découvrir le travail de Samuel Bianchini, qui est justement pour moi un de nos artistes français emblématiques. On a la chance en France d'avoir des artistes entre art et sciences qui sont des artistes de grand talent. Je vais citer deux, on va dire, pionniers de ces pratiques artistiques. Il y en a un que vous connaissez sûrement qui s'appelle Maurice Benayoun, et une des dernières œuvres art-sciences informatiques qu'il a produit, c'est une météo des émotions du monde, c'est-à-dire il interroge en fait les requêtes qui sont faites sur les moteurs de recherche sur 300 émotions, la peur, la joie. Il croise ça avec plusieurs villes dans le monde, et vous avez comme ça en temps réel une cartographie des émotions du monde. Un des autres pionniers de l'art génératif s'appelle Miguel Chevalier, et vous connaissez sûrement toutes ces plantes interactives. En fait, lui, c'est vraiment aussi un artiste qui travaille avec des développeurs et qui construit des algorithmes pour créer des jardins virtuels, faire pousser des plantes en temps réel.
Un des autres artistes français que je voulais citer en introduction, et puis vous comprendrez mieux le travail d'Albertine Meunier et de Christophe Bruno, c'est Reynald Drouin. Reynald Drouin a fait une œuvre qui me paraît très intéressante parce qu'elle associe en fait les internautes à la fabrication de son œuvre. L'œuvre s'appelle IPC, Internet Protocol City, et il transforme en fait les adresses IP de tous les gens qui se connectent à cette œuvre en couleurs et formes de gratte-ciel différentes. Et donc, il crée en quelque sorte une ville fantôme peuplée en fait des adresses IPC, des adresses IP pardon, des visiteurs. Reynald Drouin a une pratique très intéressante entre art sciences et informatique. Il a notamment revisité l'histoire du monochrome. Il a fait plusieurs monochromes tout simplement en interrogeant Google Images sur le blanc, le rouge, le vert. Il a collecté comme ça toutes les images qu'il trouvait sur Google, définies juste par leur couleur, et il a réalisé des tableaux qui s'accrochent au mur, comme on dirait dans le marché de l'art, et qui sont une manière pour lui de revisiter l'histoire du monochrome. C'est Reynald Drouin aussi un des artistes très intéressants qui mélange réel et virtuel. Je vais citer enfin un collectif un peu engagé qui est né d'une initiative d'un artiste, enfin d'un duo d'artistes qui s'appelle RYBN et qui a créé ce collectif ADM, Anti-Data Mining. En fait, ils ont eu une subvention du ministère de la Culture. Il y en a assez peu pour ces pratiques qui croisent art et sciences. Et ils ont investi la totalité de cette subvention dans un système qu'ils ont créé. Ils ont réussi en fait à créer un robot trader. Ne me demandez pas comment ils ont réussi à convaincre une banque française d'héberger ce robot, mais ils y sont arrivés. Ils ont investi toute la subvention en fait dans l'achat et la vente par ce robot trader d'actions, de vraies actions. Je vous invite à voir les performances de ce robot trader. C'est un projet artistique très intéressant à l'heure où vous savez les monnaies sont virtuelles et où il y a un certain nombre d'initiatives aussi autour de la monnaie. Je voulais citer enfin un artiste que j'aime beaucoup, Pierre Giner, qui a fait une sorte de jeu vidéo très oulipo. En fait, il s'est dit tiens, je vais faire un commissariat ou une sorte de collection assistée par ordinateur. Il a créé ce jeu vidéo. Je vous invite le site s'appelle KnapN. Et donc vous rentrez un mot. Moi j'ai rentré digital. Vous avez du coup une exposition qui s'affiche à l'intérieur des caractères de ce mot. Et puis il va chercher dans une base de données toutes les œuvres qui vont correspondre aux mots que vous avez mis dans son jeu et qui vont s'afficher comme ça virtuellement. Pierre Giner, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant et ça préfigure un peu l'accrochage par ordinateur qu'on a vu à la Maison Rouge. En fait, le directeur de la Maison Rouge, Antoine de Galbert, l'année dernière, a décidé d'accrocher toute sa collection, mais de faire confiance à un ordinateur pour voir quelle œuvre serait à côté de quelle autre. Et donc, pour moi, Pierre Giner, c'est un peu l'artiste qui a été précurseur de ce type de commissariat assisté par ordinateur. Maintenant, je vais vous citer les figures, pour moi, qui sont les figures marquantes du passage entre le net art et le post-internet. En fait, c'est tout simplement le courant qu'on appelle New Aesthetic, qui a été défini par un Anglais qui s'appelle James Bridle, vraiment une référence justement, on va dire, du post-digital. James Bridle, par exemple, a un projet où il dessine les drones, il fait des dessins de drones sur le sol juste pour attirer l'attention sur ces drones qu'on ne voit pas dans le ciel, et il a créé un blog qui s'appelle New Aesthetic, qui est fermé aujourd'hui, mais qui raconte un peu l'histoire de l'irruption du digital dans la vie réelle. En fait, il explique que comme tout le monde s'est retrouvé sur Internet, maintenant c'est Internet qui envahit le monde. Le post-digital, c'est l'Internet des objets, et c'est aussi ce mix entre réel et virtuel. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a plus d'un côté le numérique et de l'autre le réel. On vit dans un monde où les réalités s'hybrident. Un autre Anglais que j'aime beaucoup et qui pour moi là aussi a une personnalité emblématique s'appelle Russell Davies. Il a créé énormément d'objets connectés et vous allez voir ceux d'Albertine Meunier, c'est un peu dans le même esprit, mais surtout pour moi qui suis très attachée au papier, il a créé en fait il y a déjà quelques années ce qu'il a appelé le Newspaper Club. Il a été très affecté par le fait que les journaux imprimés
ferment les uns après les autres. Donc il a racheté des presses et donc il est possesseur aujourd'hui de presses, de journaux papier. Mais il dit aux gens, envoyez-moi virtuellement vos magazines et je vous les imprimerai sur du papier. Donc lui aussi, c'est un artiste pour moi qui fait le lien entre réel et virtuel. Je vois que j'arrive à mon terme, donc je vais citer un dernier artiste qui est emblématique du courant post-internet. Il s'appelle Aram Bartol. Je vous invite à découvrir son site. En fait, là, ce que vous apercevez, c'est des clés USB qu'il met dans les murs, un peu comme les street artistes. Lui, il a imaginé comment est-ce qu'on ferait si un jour on n'avait plus d'électricité et que Internet s'arrêtait. Et donc, il invite tout le monde à mettre des clés USB dans les murs, en fait. Et il y a une cartographie où vous voyez, où vous pouvez repérer un peu les différents endroits où ces clés USB sont installées. Vous arrivez avec votre ordinateur et vous téléchargez de la musique, des images, du son. Ça s'appelle Dead Drop. C'est un projet magnifique. Je finirai par les CAPTCHA. Aram Bartol fait aussi un projet qui s'appelle Are You Humans, où il fait des sculptures, en fait, à partir de ces CAPTCHA qui vous permettent de vérifier sur un site internet que vous n'êtes pas un robot. Je vais passer la parole à Albertine Meunier et à Christophe Bruno. Je finirai juste sur... j'ai lancé un site qui s'appelle makery.info, qui est un média en ligne sur la fabrication numérique, qui référence 700 laboratoires indépendants dans le monde. Et je vous recommande les articles sur la blockchain, et notamment la blockchain dans l'art. C'est un des derniers mouvements très intéressants à suivre entre art, sciences et informatique. Je terminerai là-dessus. Merci beaucoup à nouveau pour cette invitation.